Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Alors, dans notre tradition dite occidentale, le pouvoir en général semble assez facilement localisable et discernable. Ce sont soit des pouvoirs politiques, soit des pouvoirs économiques concentrés, centralisés. L'État, comment on dit, les directoires de banque. Bon, et en même temps, c'est Foucault, je crois, qui avait remis en cause cette conception du pouvoir. Par exemple, il y a aussi ces formes de pouvoir plus diffus, plus répartis, qui fait que, par exemple, depuis 2000 ans, le catholicisme et sa conception du pouvoir a pu traverser, je dirais un marxiste, 5 ou 6 modes de production différents. Esclavagisme, féodalisme, capitalisme, voire ce qu'on a appelé le socialisme. Ce qui est un vrai problème. Et alors oui, d'où venait le pouvoir de l'Église? Non seulement de son organisation incontestable et centralisée, mais aussi du fait qu'elle dominait les imaginaires avec la sanction réelle ou supposée du ciel ou de l'enfer, et que ça suffisait à christianiser les foules et à les garantir contre certaines formes de réaction qui, sans cela, eussent été différentes. Donc, en ce sens-là, Foucault n'avait pas tort. Dans le pouvoir, il y a aussi ce qui légitime le pouvoir. Et ce qui légitime le pouvoir, selon le cas, peut être créé par le pouvoir central ou alimenter le pouvoir central avant même qu'il existe. Bon. Alors, deuxièmement, le pouvoir, c'est quoi? Bon. En tant qu'individu, j'ai envie de prendre un verre d'eau. Si je suis un homme libre, doté d'un verre et d'un robinet, j'ai le pouvoir de satisfaire mon besoin et de boire de l'eau. Par contre, si je suis dans un cul de basse-fosse médiéval et qu'on me refuse l'eau, ben, je crève de soif. Là, je suis dépourvu de pouvoir. Bon, l'homme ou la femme le plus dépourvu de pouvoir, c'est évidemment l'esclave, réduit à l'état de chose. Mais entre l'esclave et l'homme libre idéal, effectivement, il y a tout un tas de gradations. Et c'est sûr que si, dans les démocraties occidentales, l'ouvrier a le pouvoir de voter, mais un 40 millionième ou un 60 millionième du pouvoir collectif, ce qui est peu, il est en face de gens qui ont le pouvoir de réglementer les télévisions, la police, l'armée. Le combat de pouvoir est inégal. Les pouvoirs sont fondamentalement inégaux, en tout cas dans nos sociétés. Deuxièmement, les catégories de pouvoir. Oui, c'est vrai qu'un pouvoir impérial asiatique, c'est pas la même chose qu'une dictature occidentale, même si ça a des points communs. Donc, ce qu'ils fondent aussi, oui, ce que Marx appelait les sociétés hydrauliques, c'est que cette tyrannie asiatique, elle était en partie justifiée par le fait qu'il fallait organiser des grands travaux collectifs d'irrigation, collectifs. Donc, l'organisation collective était une obligation de survie. Et que du coup, à partir de là, une légitimité s'est créée, où à la fin, ben même les mandarins chinois ont laissé 50 millions de Chinois mourir d'inondation, parce que ceux qui avaient le pouvoir n'exerçaient plus le pouvoir dans le sens collectif, mais d'un point de vue purement égoïste, de classe. Oui, les grandes inondations, c'était 1852, quand il y a 50 millions de morts. On l'a oublié, ça. Et nous, alors effectivement, fondé sur l'échange individualiste, c'est difficilement, d'autant qu'on est passé par le fractionnement féodal, ce qui fait que les pouvoirs centraux qui sont réapparus n'ont pas été aussi unifiés qu'en Asie, par exemple, ou chez les Aztèques ou les Incas.
Par contre, il y a toujours eu cette nostalgie qui prétendait assumer la papauté, d'assumer un pouvoir suprême, spirituel mais également politique, qui fédérait en principe toutes les sociétés chrétiennes, avec le succès qu'on connaît. Ça a été très relatif, mais néanmoins capable de dicter le traité de Tordesillas, qui n'a ensuite pas été appliqué, certes, mais qui a laissé des traces dans l'histoire. Dernier point aussi, le pouvoir suprême, oui, l'utopie d'un pouvoir suprême, supposé bénévolent, Allah le miséricordieux, le Dieu de bonté chrétien, Dieu des Juifs, je ne sais plus quelle est sa caractéristique. Bon, oui, par projection, au sommet du cône, au-dessus des rois, au-dessus des princes, au-dessus des tyrans, un principe. Alors les Chinois, paraît-il, c'était un ciel, dont je n'ai pas compris la nature exacte, cosmique, ou des dieux personnalisés, je n'ai jamais bien compris ça, sur la mentalité chinoise. Bon. Et en même temps, alors, pas étonnant que le bouddhisme revienne en partie en force, c'est que si j'ai bien compris, le bouddhisme étant une religion sans Dieu, mais une religion essentiellement cultivant le dépassement de soi individuel, favorise un certain individualisme, mais n'a pas empêché néanmoins qu'au nom du bouddhisme, de véritables dictatures s'établissent. Ce qui montre bien que sous la psychologie, il y a l'anthropologie de l'espèce. Et en deux, ben oui, le pouvoir comme nécessité pour organiser une vie sociale. Et même la dictature du prolétariat est-elle pensable? Y aura-t-il pas des prolétaires plus malins que les autres pour squeezer les autres prolétaires? L'histoire de l'Union soviétique nous le laisse un peu à penser. Bon. Alors, pouvoir par ailleurs, oui, en termes de sciences, de physique, oui, la puissance de la machine à vapeur, du moteur électrique. Mais là, c'est un pouvoir technique, tout dépend qui l'utilise et à quelle fin. Mais c'est vrai que l'humanité a réussi à atteindre des formes de transformation énergétique qui lui a donné une fantastique puissance, en tout cas ceux qui la dirigent, une fantastique puissance de destruction, de construction, c'est vrai. Ce qui a fait en partie la victoire du capitalisme, c'est aussi que la machine à vapeur a un rendement 100 fois supérieur à un cheval. Bon.